Lorsque Marvin eut 10 ans, son père l'emmena par les interminables couloirs sonores des secteurs de l'administration et de la distribution énergétique, jusqu'aux ultimes niveaux, sièges de l'agriculture, où croissait et prospérait une végétation abondante. L'endroit enchanta Marvin. Il adorait regarder les hautes plantes s'élancer avec une avidité presque visible vers les rayons du soleil qui filtraient à travers les dômes de plastique. Partout flottait l'odeur de la vie, éveillant au fond de son cœur des désirs inexprimables. Ses poumons s'emplissaient d'un air bien différent de celui qu'il respirait dans les niveaux résidentiels, sec, tiède, purifié de toute émanation si ce n'était l'imperceptible picotement de l'ozone. Il eût aimé rester plus longtemps, mais son père ne l'entendait pas ainsi. Il l'entraîna plus loin, jusqu'à l'entrée de l'observatoire où Marvin n'était jamais allé. Pourtant, ils la dépassèrent, sans s'arrêter, et l'enfant, en proie à une émotion croissante, comprit enfin quelle était leur destination. Pour la première fois de sa vie, il allait connaître l'extérieur. Dans la vaste salle de réparation se trouvaient une dizaine de véhicules de surface, avec leurs énormes pneus ballons et leurs cabines pressurisées. Son père devait être attendu, car on le conduisit aussitôt vers la petite voiture de reconnaissance garée près de l'immense porte circulaire du sas. Terriblement impatient, Marvin s'installa dans la cabine exiguë, sans quitter du regard son père qui mettait le contact et vérifiait les commandes. La porte intérieure du sas coulissa, puis se referma derrière eux. Il entendit décroître le grondement des grandes pompes à air, tandis que la pression descendait à 0. Alors s'alluma le signal vide, et la porte donnant sur l'extérieur se scinda en 2 panneaux. Devant les yeux de l'enfant s'étendait à perte de vue le pays où il n'était encore jamais allé. Il en avait vu des photographies, bien sûr. Il l'avait observé des centaines de fois à la télévision. Mais voici qu'il le cernait de toutes parts, rôtissant sous le soleil ardent qui cheminait avec une lenteur infinie dans le ciel d'un noir de jais. Détournant le regard de ce flamboiement insoutenable, il scruta l'Occident, là où le ciel était constellé d'étoiles, ainsi qu'on le lui avait dit, sans qu'il eût jamais osé le croire. Longtemps il les contempla, s'émerveillant de les voir à la fois si fragiles et si brillantes, petites lueurs à l'éclat intense et fixe. Soudain, une comptine lue dans un des livres de son père lui revint à l'esprit. Petites étoiles qui scintillez aux cieux, de savoir qui vous êtes, je suis si curieux. Quelle stupidité! Lui, Marvin, savait ce qu'étaient les étoiles. Et qu'entendait-il par scintiller? Les étoiles brillaient d'un même éclat constant, inaltérable. Il suffisait de les regarder pour s'en rendre compte. Renonçant à comprendre, il porta son attention sur le paysage. Il filait à travers une plaine unie à une vitesse voisine de 150 km à l'heure. Les pneus ballons soulevaient derrière eux de petits nuages de poussière. Aucun signe de la colonie. Tandis qu'il contemplait les étoiles, ses dômes et ses tours radio avaient sombré derrière l'horizon. Il remarqua toutefois d'autres symptômes d'une présence humaine. Là-bas, à moins de 2 kilomètres, se dressaient les silhouettes insolites des structures agglutinées autour d'un front de taille. De temps à autre, un jet de vapeur émergeait d'une cheminée trapue et se dissipait aussitôt. En un clin d'œil, ils laissèrent la mine derrière eux. Son père conduisait avec une adresse diabolique, comme s'il prenait un étrange plaisir à dévorer les kilomètres. On eût dit, il est rare qu'un enfant ait ce genre d'intuition, qu'il essayait de fuir quelque chose. En l'espace de quelques minutes, ils atteignirent le bord du plateau sur lequel avait été édifiée la colonie. Le sol s'affaissait brusquement sous eux en une pente vertigineuse dont le bas se dissolvait dans l'ombre. Devant, aussi loin que portait le regard, on discernait un désert chaotique, de cratères, chaînes de montagnes, crevasses. Les crêtes des massifs accrochaient le soleil levant et s'embrasaient telles des îles de feu dans un océan de ténèbres. Là-haut, toujours aussi stable, les étoiles. Impossible de continuer. Si? Marvin serra les poings. La voiture bascula et commença à dévaler la pente. Puis l'enfant aperçut la piste à peine visible, creusée dans le flanc de la colline et se détendit. D'autres hommes, en fin de compte, étaient passés par là.
Ils franchirent la ligne d'ombre. Le soleil disparut derrière la crête du plateau, et d'un seul coup, ce fut la nuit, perforée par les cônes jumeaux des phares qui projetaient sur les rochers leurs faisceaux bleuâtres. Ce fut à peine s'ils durent ralentir. Pendant des heures, ils roulèrent au creux des vallées dominées par les hautes montagnes dont le faîte semblait caresser les étoiles. Parfois, à la faveur du relief, ils débouchaient brièvement dans la clarté du soleil. Sur leur gauche, s'étendait à présent une plaine poussiéreuse et ondulée. Sur leur droite, une montagne hissait à l'assaut du ciel ses kilomètres de remparts et de plateformes, et la formidable muraille courait jusqu'au bout de l'horizon, où la courbure du monde dissimulait ses sommets au regard. Aucun vestige ne permettait de penser que l'homme se fût jamais aventuré dans cette région. Mais ils croisèrent une carcasse de fusée fracassée, et tout près d'elle s'élevait un monticule de pierre surmonté d'une croix métallique. Marvin avait l'impression que cette montagne ne finirait jamais. Pourtant, bien des heures plus tard, la chaîne s'acheva en un promontoire escarpé qui jaillissait brusquement d'une série de mamelons. La voiture s'engagea au fond d'une vallée peu encaissée, qui décrivait un grand arc de cercle en direction de l'autre versant de la montagne. Lentement, Marvin se rendit compte d'un étrange phénomène. Le soleil avait disparu derrière les collines. La vallée aurait dû se trouver plongée dans une totale obscurité. Pourtant, elle était inondée d'une clarté blafarde provenant de derrière le versant qui surplombait la route. Soudain, ils débouchèrent à nouveau dans la plaine, et devant eux, dans toute sa splendeur, se tenait la source de lumière. Les moteurs s'étaient tus. Seul l'imperceptible murmure de l'approvisionnement en oxygène et la crépitation intermittente des parois métalliques extérieures du véhicule, se refroidissant, troublaient la quiétude de la petite cabine. Le grand croissant d'argent suspendu au-dessus de l'horizon n'émettait aucune chaleur. Il répandait sur la plaine sa lueur nacrée, et son éclat était si aveuglant que plusieurs minutes s'écoulèrent avant que Marvin pût le défier du regard. Enfin, il put discerner les continents, le halo brumeux de l'atmosphère et les îles blanches des nuages, et même à cette distance, il devinait le scintillement du soleil sur la glace polaire. Le spectacle était magnifique, et son cœur s'en émut à travers le gouffre de l'espace. Ce croissant de lumière contenait toutes les merveilles qui lui étaient inconnues. La splendeur des couchers de soleil, la plainte des vagues sur les galets, le crépitement de la pluie, le paresseux balai des flocons de neige. Avec des milliers d'autres, ces trésors auraient dû lui revenir de droit, mais il ne les connaissait que par les livres ou de vieux enregistrements. À cette pensée, il ressentit toute la cruauté de l'exil. Pourquoi ne pas revenir? Tout semblait si paisible sous ces couches mouvantes de nuages. Alors, il vit. À présent, ses yeux pouvaient sans ciller soutenir l'éclat blême. Que la partie du disque, qui aurait dû être plongée dans la nuit, émettait une sinistre phosphorescence. Et il se souvint. Ce qu'il avait sous les yeux n'était que le bûcher funéraire d'un monde en proie aux effets radioactifs de l'Armageddon. À travers un abîme de près de 500 millions de kilomètres, le flamboiement des atomes agonisants restait visible, souvenir persistant du drame. Dans plusieurs siècles, les rochers cesseraient d'émettre cette lueur mortelle, et la vie pourrait reprendre ses droits sur ce monde condamné au silence et à la stérilité. Alors s'éleva la voix de son père, retraçant l'histoire que Marvin avait toujours considérée comme un conte de fées. Beaucoup de choses lui demeuraient obscures. Il lui était impossible de se représenter les multiples facettes de la vie resplendissante et colorée sur la planète qu'il n'avait jamais vue. Il ne comprenait pas davantage les forces qui avaient fini par la détruire. Protégés par leur isolement, les membres de la colonie avaient été les seuls survivants. Ils pouvaient malgré tout partager l'angoisse de ces derniers jours, lorsqu'ils avaient compris que plus jamais les vaisseaux de ravitaillement ne traverseraient le champ des étoiles, porteurs des présents de leur lointain foyer. L'une après l'autre, les stations radio s'étaient tues. Sur le globe,
Plongés dans l'ombre, les lumières des cités avaient pâli. Puis, plus rien. Ils étaient seuls. Seuls comme nul enfant des hommes ne l'avait été auparavant. Et entre leurs mains reposait l'avenir de la race. Ensuite étaient venues les années de désespoir. Pour survivre, ils avaient dû livrer contre ce monde hostile et cruel un combat acharné. Ils avaient eu le dessus. De justesse, il est vrai. La nature et ses terribles excès ne pouvaient rien contre l'oasis où s'était établie la colonie. Mais à moins d'un objectif, d'un but qu'il leur faudrait atteindre, coûte que coûte, ses membres perdraient le goût de vivre. Et ni les machines, ni le talent, ni la science ne pourraient alors les sauver. Marvin comprit enfin les raisons de ce pèlerinage. Jamais il ne foulerait les rives des fleuves de ce monde perdu et légendaire. Jamais il n'écouterait les fracas des orages roulant au-dessus de ses vallons. Mais un jour, dans combien de temps, les enfants de ses enfants reviendraient revendiquer leur héritage. Le vent et la pluie purifieraient la terre calcinée des poisons qui la rongeaient. Ils s'écouleraient vers la mer, et dans ses profondeurs perdraient leur venin. Lorsqu'ils ne présenteraient plus pour la vie aucun danger, les grands vaisseaux, qui attendaient toujours sur les plaines poudreuses où régnait un silence de mort, prendraient une nouvelle fois leur essor et rentreraient chez eux. Ainsi rêvaient les hommes. Dans une intuition fugace, Marvin sut qu'à son tour, il transmettrait ce rêve à son propre fils, ici même, avec derrière lui la montagne, et, ruisselant du ciel sur son visage, la lumière argentée. Ils reprirent le chemin de la colonie. Marvin ne se retourna pas une seule fois. Il ne pouvait supporter de voir la splendeur glacée du croissant terrestre déserter les rochers alors qu'il allait rejoindre les siens dans la nuit de leur long exil.